Alors, on a pas mal évoqué les questions d'opportunité, hein, plus de productivité, plus de créativité aussi pour les salariés, mais aussi beaucoup parlé de défiance, de boîte noire, de risque, d'éthique, de crainte. Et donc, le sujet de la confiance est absolument central. Et donc, comment on gagne, comment on va vers une IA de la confiance à travers le dialogue social et professionnel. Et je remercie Antoine Naboulet, qui est économiste spécialiste du marché du travail et du dialogue social, qui va animer cette dernière table ronde. Pardon, on me signale que je ne suis pas dans le champ, voilà. Qui va animer cette table ronde. Et je convie donc Nicolas Blanc, Odile Chany, Serge Garrigou et Alain Pape qui vont intervenir, et je laisserai Antoine présenter chacun. Merci de votre présence parmi nous. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous avons la lourde tâche, comme toujours dans ces événements-là, de clore une matinée déjà bien chargée et donc de maintenir votre attention, mais je pense qu'il y a vraiment matière. Je vais être très succinct justement pour passer la parole aux participants de cette table ronde, qui sont vraiment les porteurs de l'expertise et des témoignages. On est vraiment parti effectivement avec Yann Ferguson d'un bon cadrage, enfin, d'un magnifique cadrage. On descend d'un cran effectivement avec les pratiques qui ont été évoquées dans la table ronde précédente. Et là, on descend d'un cran supplémentaire dans le questionnement opérationnel. Je pense que c'est vraiment un très bel enchaînement dans l'organisation pour venir sur cette question du dialogue social, ou du moins du dialogue sur l'intelligence artificielle. On pourra voir qu'il peut y avoir des sujets de sémantique. Comment on fait effectivement du dialogue social, du dialogue professionnel sur l'IA, excusez-moi, pour aller vers cette IA de confiance. J'ai le plaisir donc d'avoir autour de cette table 4 intervenants. Donc je les cite dans l'ordre: Nicolas Blanc, secrétaire national aux transitions économiques à la CFE-CGC, organisation syndicale de l'encadrement des cadres. Odile Chany, économiste à l'IRES, coordinatrice des projets sur la transformation numérique dans cette institution, et qui a mené notamment plusieurs projets de recherche-action autour de toute cette numérisation des plateformes et de l'intelligence artificielle. Serge Garrigou, président de la commission numérique à l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, UDP, et Alain Pape, président de l'entreprise Géoperspective. Je vous laisserai le soin de présenter votre entreprise de façon plus spécifique tout à l'heure. Donc je vais aller assez vite, moi, dans mes mots d'introduction vis-à-vis de vous. Voilà. Il semble y avoir une sorte de consensus, et notamment si on reprend le dernier rapport qui avait été publié par M. Aguillon et Mme Bouvreau de la commission IA. S'il y a une chose qui fait consensus, c'est qu'il faut un dialogue sur la mise en place, l'accompagnement, les usages de l'IA. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, c'est une des recommandations de ce rapport: faire du dialogue social et professionnel un outil de co-construction des usages et de régulation des risques des systèmes d'IA. La question suivante, c'est comment on fait. Et donc, au-delà de l'aspect un petit peu général, on va vite venir en 2 temps sur effectivement ce que ça signifie pour les témoignages qui sont là, d'essayer de mettre en place ce dialogue. Alors, premier temps, on va essayer de reprendre peut-être un petit peu effectivement, de hauteur de cadrage, avec Odile Chany et Nicolas Blanc, dans un premier temps, qui ont un certain recul, notamment par le fait qu'ils ont suivi des projets par le passé qui s'intéressaient à cette question du dialogue social sur l'IA, et pour nous redonner un petit peu les éléments un peu clés de cette réflexion sur le dialogue autour de l'IA. Et notamment, je demanderai à Odile dans un premier temps, peut-être de nous rappeler en 2 mots ce que sont ces projets qui ont pu alimenter une réflexion autour du dialogue social et de l'IA, et surtout quels sont
pour vous les principaux enjeux ou la spécificité de l'IA, peut-être encore plus de l'IA générative, je ne sais pas, comme objet nécessitant un dialogue particulier. Quels en sont les acteurs? Qu'est-ce que peuvent être les espaces de ce dialogue sur l'IA? Sachant que voilà, qu'on peut parler de différents types de dialogues, hein, social, professionnel, des parties prenantes, technologiques, formelles, informelles, on peut jouer sur tous les registres. Voilà, on a de la matière vaste en termes de dialogue. Donc voilà, pour nous faire un petit peu cette première introduction, et Nicolas, je vous donnerai ensuite la parole pour un peu avec les mêmes questions. Effectivement, comment vous voyez les enjeux spécifiques d'un dialogue social, peut-être plus spécifiquement pour quelqu'un qui est d'une organisation syndicale, sur l'IA. Donc, merci beaucoup Antoine. Alors effectivement, j'ai la chance d'avoir autour de à côté de moi, autour de cette table, finalement des participants à tous les projets qu'on a menés. Et donc, pour moi, un des résultats concrets des initiatives qu'on mène depuis maintenant 4 ans, c'est finalement aussi de permettre à un moment comme ça de discussion avec, invité par l'ARACT dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail, et puis avec ce panel d'intervenants. Donc, les 2 projets que tu as mentionnés, Antoine, ce sont des projets qui, en fait, oui, excusez-moi, sont venus, donc, qui s'appelle Sequoia Deal, servir la confiance dans l'IA par le dialogue, et DIA-LIA. Je crois qu'on dit dialoguer sur l'IA. Je ne suis même pas sûre qu'on ait finalement défini exactement de quoi il s'agissait. C'est des projets qui, finalement, sont ceci dans un moment, ont répondu aussi à une intuition, ont été menés en suivant une conviction forte sur la méthode, et puis qui s'inscrivent dans une temporalité. Le moment, c'est quand on a commencé avec la CFE-CGC à réfléchir en 2020, bien avant l'arrivée de ChatGPT, à l'idée que les transformations qui étaient à l'œuvre avec l'intelligence artificielle amenaient dans ce moment aussi de foisonnement sur les initiatives de la nouvelle Commission européenne au niveau européen. Je rappelle, 2020, on n'a même pas encore parlé du règlement sur l'IA, mais on a déjà l'intuition qu'il va se passer quelque chose sur l'agenda digital de la Commission, notamment sur tout le potentiel de l'économie de la donnée. Donc c'est ce moment-là aussi, on commence à pressentir l'importance qu'il y a, y compris du point de vue syndical. Donc moi, je travaille pour l'Institut qui est au service des organisations syndicales, à s'emparer de l'enjeu de la donnée comme potentiel de création de valeur et comme objet de dialogue. L'intuition, c'est que, en fait, et ça c'est vraiment important, mais je pense que finalement ça a déjà été aussi bien jardiné ce matin dans les précédentes interventions, c'est que l'IA, c'est pas un objet socio-technique comme les autres. C'est quelque chose qui est autonome, qui interagit, qui aide à la décision. C'est quelque chose qui, quand il rentre dans l'entreprise, l'organisation n'est pas finie, continue à être entraîné, peut produire des biais, peut amener à des décisions qui finalement interpellent la question de l'opacité. C'est un point sur lequel Marc a bien insisté aussi tout à l'heure. Ce sont des technologies aussi qui fondamentalement n'impactent pas que les tâches, elles touchent intrinsèquement à l'organisation du travail. Et cette capacité qu'on a aussi à comprendre que quand on rentre quand on introduit un système d'intelligence artificielle, ça n'est pas qu'un outil, une aide, une IA d'expert qui va m'aider, mais c'est quelque chose qui va potentiellement affecter vraiment l'organisation. C'est quelque chose qui, pour nous, et c'est là où en fait on a commencé à réfléchir, amène à réfléchir à d'autres modalités, ou en tout cas des modalités renouvelées de dialogue. Et un point qui est fondamental aussi dans notre réflexion, c'est la prise de conscience du fait que la création de valeur permise par l'IA transcende la frontière de l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'on connaît maintenant avec le numérique, c'est-à-dire la co-création de valeur. On le sait tous avec les plateformes, mais c'est aussi bien sûr le fait des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc c'est cette intuition-là qui nous a vraiment amené à réfléchir à des modalités renouvelées de dialogue. Et la conviction, et fondamentalement, je pense que c'est ce qui a porté tous les projets, c'est de dire on ne peut pas y réfléchir seul.
Et toutes les démarches de travaux, donc tu as mentionné l'idée de recherche-action, ce sont des travaux de partenariat systématiquement qui ont bénéficié pour le premier d'un cofinancement de la Commission européenne et pour le second qui n'aurait pas existé si l'ANACT n'avait pas, je vois Amandine qui est là, n'avait pas lancé un appel à manifestation d'intérêt il y a 2 ans à peu près sur la question du dialogue social technologique. Donc, ces cofinancements nous ont permis de mener des projets amenant des communautés d'acteurs. Et donc on a évidemment, pas uniquement du monde syndical, aussi des représentants d'organisations patronales pour réfléchir ensemble à la façon dont on pouvait s'acculturer puis réfléchir aux modalités de dialogue à mettre en œuvre. Et ça nous a amené, en fait, au travers de cette méthode-là, qui, je pense, est fondamentale dans la façon dont on a travaillé, et ne serait-ce que pas, je reviens juste sur le propos de Yann tout à l'heure, on démarre par, la première interrogation qu'on a suivie là, c'est la définition. Et en fait, une des conclusions à laquelle on arrive au fil des 2 projets, c'est aussi de se dire finalement ce qui est la définition de l'IA, c'est la définition partagée par l'ensemble de ceux qui travaillent avec l'IA. Évidemment, il y a la définition du règlement, il y a celle qui va créer des obligations légales, mais s'emparer du sujet de l'IA, c'est aussi s'approprier du point de vue sémantique ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et prendre la mesure de la spécificité de l'IA, ça amène les acteurs à bouger et à se déporter. Et pour terminer le point, en fait, la question du dialogue et le fait de ne pas avoir mentionné le dialogue social dans le projet Sequoia est quelque chose de tout à fait réfléchi, dans la mesure où on a parfaitement pris la mesure du fait qu'il fallait aussi peut-être réfléchir à un dialogue renouvelé, évidemment social institué, mais aussi partie prenante. Il y a des enjeux au sein des filières, il y a des enjeux au sein des usagers, entre les clients, le métier, par exemple, prend la banque typiquement. Il y a aussi des enjeux de capacité en fait à amener aussi une réflexion sur les modalités nouvelles avec lesquelles on peut impulser ce dialogue. Donc déplacer, finalement réfléchir à toutes les facettes de dialogue qu'on peut mettre en œuvre, qu'elles soient instituées ou non, professionnelles, technologiques, aussi avec les éditeurs. Il faut aussi réfléchir à la façon dont on peut avoir un dialogue avec les éditeurs, professionnels d'entreprise, parties prenantes, pourquoi pas, filières, pourquoi pas. Et tout ça, effectivement, nécessite forcément d'intelligence collective. Merci. Nicolas, je vous transmets la parole avec la même question. Voilà, c'est ce qui fait la spécificité. Et peut-être aussi... c'est vrai, j'ai oublié. J'ai vu son micro et j'ai pensé que je l'avais moi. La même question. Donc, les spécificités et peut-être aussi... d'un certain point de vue, où on en est de ce dialogue du point de vue européen, national, de branche ou entreprise. Un très rapide regard sur est-ce que c'est aujourd'hui une réalité ou est-ce qu'on en est encore loin. Peut-être que vous pouvez nous préciser ça. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci Odile. Je pense qu'elle a bien expliqué un peu la spécificité, enfin le travail qu'on a essayé d'initier côté organisation syndicale. Il faut rappeler que le DIALIA se fait en intersyndical, donc c'est important aussi de le dire. C'est-à-dire qu'il y a un travail, donc on a initié, nous, à la Confédération française de l'encadrement, un travail autour de l'IA. Je reviens rapidement sur l'historique. Il y avait une étude qui avait quand même alerté un peu tout le monde en 2013, c'est la fameuse étude Frey-Osborne qui a annoncé que la suppression de 48% des emplois manufacturés aux États-Unis. Donc voilà, c'était quand même une étude qui... alors c'est toujours un peu la même logique avec l'intelligence artificielle, on fait peur. Et après, on désamorce. Donc, pour la petite histoire, Frey-Osborne, en 2018, sont revenus sur les conclusions de leur étude. Néanmoins, ça a quand même agité un peu les esprits. Et on a, du coup, à partir de cette période-là, on a commencé à réfléchir un petit peu, enfin, à se dire, attention, il faut être vigilant par rapport à ça. Donc, voilà, ça c'est en tout cas, voilà un peu la genèse, la façon dont on a travaillé par rapport à ça. Donc, nous, ce qu'on a fait côté organisation syndicale, on a commencé à essayer de comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle, quel était l'impact sur les organisations du travail, quelles étaient, donc on vient d'en parler, une spécificité propre à l'outil d'intelligence artificielle à travers un cycle de vie qui fait qu'il faut être acteur en amont, pendant la mise en place et en aval. Donc il y a vraiment une spécificité, une espèce de dialogue social permanent. Et en fait, on s'aperçoit que nos outils de dialogue social à l'heure actuelle ne sont pas adaptés.
Donc voilà, ça c'est la grande conclusion qu'on peut faire. C'est une des premières conclusions. On s'est aussi aperçu que finalement l'impact que ça avait au niveau de l'entreprise dépasse largement le cadre de l'entreprise. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'IA est game changer en bon français, c'est-à-dire vient impacter la chaîne de valeur. Donc finalement ça a largement dépassé le cadre de l'entreprise et ça repositionne. Donc il y a des logiques de gouvernance, il y a des logiques de partage de la valeur à la fois dans l'entreprise mais au-delà. Donc voilà, et ces spécificités-là ont fait qu'on a aussi réfléchi à des outils dans le cadre de notre projet Sequoia Deal. Je vous donne un exemple, le radar de la valeur, c'est comment on identifie finalement cette nouvelle répartition du partage de la valeur au niveau par exemple, des PME, des grands groupes, etc. Comment ça vient bousculer les équilibres, etc. Donc ça, c'était une réflexion. Et après, juste pour terminer rapidement, par rapport à la réglementation, on en parlait tout à l'heure, donc l'AI Act, qui va être important, donc je me permets de rajouter un point. Sur l'outil, par exemple, de ressources humaines, il faut savoir qu'il y a un point important dans la AI Act, c'est quand même un alignement sur nos valeurs, sur les valeurs européennes. Je vous donne un exemple, la reconnaissance émotionnelle. Donc l'outil, si on arrive à prouver qu'il y a de la reconnaissance émotionnelle, et il y a des outils qui font ça. Je vous donne un exemple. L'exemple là, de passer un entretien sur un téléphone et de le faire après analyser par une IA. On peut le faire en temps réel aussi, hein, mais de le faire analyser par une IA, par exemple, on peut facilement vous donner un niveau d'intelligence. Enfin, votre QI, il peut être révélé assez facilement, le stress, les facteurs de stress, etc. Et ça, il faut le savoir, ça va être interdit. Donc maintenant, il y a la mise en place du texte, il doit être validé officiellement. Et après, on aura 6 mois pour se mettre en conformité. Donc tous ces usages vont être interdits. Après, la difficulté, c'est l'effectivité de la loi. On a vu la difficulté avec le RGPD, c'est des textes compliqués. Le profilage, article 22 par exemple, comment on arrive à prouver qu'on est profilé, qu'une décision individuelle vient nous impacter. Il y a d'autres outils qui sont hyper intéressants. L'article 88, on pourrait définir les intérêts légitimes de l'employeur, etc. Jamais utilisé. Donc voilà, plein de choses. Et juste dernier point, alors déjà on a dit le dialogue social. Voilà. C'est quand même important de le dire. Alors ça me fait plaisir d'être là et de pouvoir en parler, parce que dans l'entreprise, le dialogue social, sur ces questions-là, il n'y en a pas. Il y en a très peu en tout cas. Il y en a très peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des investissements aujourd'hui qui sont importants et sur lesquels les retours sur investissement sont très compliqués à expliquer. On a l'arrivée de l'IA générative, on voit je ne sais plus comment Yann disait, mais le shadow, l'utilisation un peu en secret, on va dire ça comme ça. On l'utilise chez soi, on a un peu honte. Donc après, comment on ramène ça dans le champ de l'entreprise ? Donc voilà, ce qui fait que finalement, il y a peu de questions, enfin il y a peu de dialogue social. Ce qui est dommage, et ce que je répète souvent en table ronde, c'est que l'OCDE l'a même identifié comme un des facteurs clés en fait de la diffusion de l'IA. Il y a une étude, je vous invite à regarder, qui s'appelle Shaping the Transition, qui justement met en avant, de 2022, qui met en avant le besoin déjà de dialogue social et le fait que le dialogue social est le facteur clé pour diffuser l'intelligence artificielle. Sinon, il y a un risque, ce qu'on a appelé les grands hivers de l'IA. Moi, je pense qu'il peut y avoir un nouvel hiver de l'IA si on n'arrive pas à expliquer quelque chose qui finalement est assez immature comme technologie, qui fait des hallucinations. Enfin voilà, moi je veux bien qu'on en discute 5 minutes, mais en termes industriels, je pense que ça pose quand même quelques questions. Voilà, merci. Merci Nicolas. On rentre un cran plus loin dans la réflexion, et sur celle qui consiste à dire comment on fait, avec qui, avec quelles ressources. Et pour cela, je voudrais poser la question à Serge Garrigou, donc justement, au titre, je vous laisse lui passer, voilà, d'une organisation professionnelle qui représente les artisans et les très petites entreprises notamment, sachant que c'est un sujet qui intéresse plus particulièrement l'espace des ARAC, effectivement des ANAC, puisque c'est une population qui est clairement dans sa cible. Et donc, comment se pose effectivement pour des petites entreprises ou des très petites entreprises cette question de l'IA et de la façon dont on dialogue dessus? Quelles ressources, surtout au niveau institutionnel, au niveau des acteurs paritaires, des acteurs patronaux, existent, ou quelles sont celles qu'il faut construire peut-être pour arriver justement à équiper les entreprises, les salariés à cette échelle-là pour un dialogue sous toutes ses formes? Merci de me donner la parole. Donc, vaste programme, hein, parce que je reprendrai les propos de Nicolas. Pour l'instant, il faut partir d'un constat, c'est que l'IA en tant que telle, dans le dialogue social, dans l'entreprise, n'est pas des plus déployées. Donc, sur sollicitation, alors qui découle d'accords cadres européens, je pense, ce qui n'a peut-être pas été reprécisé, mais il y a un accord cadre européen sur
qui a planté un petit peu le périmètre de ce qui devait être abordé, un petit peu décliné dans les pays différents. L'U2P, alors qui représente effectivement les très petites entreprises, quelques PME, mais bon, essentiellement quand même en fonction. Parce que je précise ça parce que la spécificité en dialogue social, c'est qu'il n'y a pas de CSE, donc je pense qu'on sera amené à parler dans le cadre de nos discussions du porté auprès du CSE des problèmes spécifiques ou pas. Ça reste à conclure, mais de l'intelligence artificielle. Mais bon, non, on n'a pas. Par contre, on a vu dans la présentation de Ian Ferguson ce matin que finalement étaient impactés plus les gens détenteurs de connaissances, de savoir, finalement, d'ingénierie, de choses. Statistiquement, il a dit que c'était presque le double, hein, je crois, que les autres types de salariés. Or, on retrouve dans les TPE un grand nombre d'entreprises, et notamment le groupement que je représente plus particulièrement ici, de l'UNAPL, profession libérale, de gens qui vivent effectivement de leurs connaissances et de la relation qu'ils ont dans ces connaissances avec les bénéficiaires de leur savoir. Donc, il aurait été inconscient de ne pas s'intéresser aux problèmes d'immersion de l'IA dans ces métiers-là. Alors, pourquoi? Alors, je pense que là, vous avoir donné les raisons pour lesquelles l'U2P et TPE, c'est particulièrement... Parce que bon, il y a un problème d'enjeu, hein, il y a un problème d'enjeu donc métier, vraiment, et décisionnel et de management. Il y a un problème de taille d'entreprise ça a été rappelé ce matin, c'est-à-dire que la plupart des entreprises, enfin les entreprises des TPE n'ont pas les moyens en interne de maîtriser, de déployer, de développer des IA, des SIA. Ils vont être effectivement plutôt dans des solutions achats sur étagère, bon, avec toutes les problématiques qu'on a vues soulevées là-dessus. Et un risque par rapport à des évolutions et de tels enjeux d'impasse. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'éviter les impasses. Pour éviter les impasses, je crois qu'il faut avoir un minimum. J'ai eu l'occasion de défendre la notion d'acculturation, enfin, dans les projets qui ont été cités par Odile, auxquels j'ai eu le plaisir de participer. Effectivement, il y a un premier niveau qui est un niveau d'acculturation. Et je pense que tout ça, pour arriver à un dialogue, c'est-à-dire après, peut-être que Alain nous parlera de la déclinaison du dialogue dans l'entreprise, mais pour arriver à la notion de dialogue social, fut-il revisité ou renouvelé, c'est ce qui est intéressant en la matière. Il faut partager les bases, voilà, et les enjeux, parce que quand on voit Ian Ferguson nous exposer toute cette intelligence qu'il a su mettre en avant et déployer dans sa conférence, tout le monde n'en est pas à ce niveau-là de maîtrise des impacts, de maîtrise des enjeux, voilà, et de conséquences. Donc voilà, la nécessité, tout ça fait que l'U2P s'est senti concerné par cette notion de dialogue, voilà, et que la notion très ouverte du dialogue qui a été présentée et rappelée par Odile, il était naturel de venir y participer. Il va falloir le décliner, et peut-être pour revenir plus précisément sur la question. Alors, décliner, y compris dans sa branche, du dialogue renouvelé au sein de l'entreprise, dialogue social, dialogue professionnel, dialogue... ça passe par donc cette phase acculturation, formation, et ça, je pense qu'il est sain de pouvoir le partager au sein de l'entreprise. Et puis, il faut trouver les lieux où le déployer. C'est pour ça que je faisais appel tout à l'heure à l'absence de... Enfin, je mettais en avant l'absence de CSE dans les entreprises. Alors, la problématique entreprise, Alain va nous la préciser. Il y a d'autres moyens que le CSE, peut-être, de partager ses réflexions et éventuellement les décisions. Mais
autour de ces problèmes d'acculturation, je crois qu'on a quand même des outils institutionnels en place, y compris dans les TPE. Ce sont les CPR, les commissions paritaires, enfin locales en règle générale, les CPL, bon, parce que c'est l'outil qui a été mis en place pour les TPE pour instituer un peu un dialogue social, là où il n'est pas vraiment institué au sein des entreprises. Et donc je pense qu'il y a dans l'objet des CPL, alors bon, moi je dirais essentiellement CPR, c'est celle que je connais le mieux, hein. Alors il y en a des tas, hein. Il y a les CPR monoprofessionnels, interprofessionnels, les CPR de branche. Ce sont des lieux où ces sujets-là peuvent être abordés paritairement pour vraiment ensemble s'acculturer des nouvelles dimensions de dialogue social et de renouvellement de dialogue social sur ces sujets un peu novateurs. Voilà. Donc je pense que les outils, peut-être que l'idée est contestée ou sera contestée, mais aujourd'hui par rapport aux institutions en place, il y a ça. On a eu une intervention tout à l'heure dans la table ronde précédente des OPCO, qui sont aussi des organismes paritaires et sur lesquels il y a des démarches possibles par rapport au sujet. On a les conventions collectives. Bon, on est peut-être un peu plus difficile et délicat d'aborder, si on veut renouveler le dialogue social, d'intégrer l'intelligence artificielle dans la discussion des conventions collectives. Bon, des spécialistes plus pointus que moi pourraient en mesurer des difficultés, mais voilà, on a d'autres organismes. De façon à bien appréhender les choses et de façon à ce que, une fois bien réfléchi, pourquoi pas des perspectives législatives ou réglementaires saisies par des instances gouvernementales ou donnent un autre impact réglementaire et voire juridique à ces problématiques d'intelligence artificielle resituées dans le dialogue social. Donc, quelques outils, mais un gros souci de prise de conscience. Il va falloir effectivement beaucoup travailler. Certaines branches du patronat considèrent qu'il n'y a pas de sujet à ouvrir particulier, puisque les réponses sont dans d'autres dispositifs du dialogue social et qu'il n'y a pas de sujet particulier. Donc il y a tout un travail en interne. Ça, c'est un petit point de vue personnel que je me permets autour de cette table. Merci, monsieur Garrigou. Avant de passer la parole à Alain Pape, je voulais peut-être revenir auprès de Nicolas Blanc, peut-être dans la suite quand même de ce niveau de réflexion un peu institutionnel, et notamment autour du fait que lorsqu'on raisonne TPE, PME, c'est surtout aussi aujourd'hui une imbrication dans une chaîne de valeur, dans une relation de sous-traitance avec les grandes entreprises. Et donc de ce point de vue-là, au regard de votre organisation, de votre vision globale, cette question d'un dialogue social ou d'un dialogue général sur l'intelligence artificielle, comment ça vient s'articuler aussi avec une réflexion sur ces relations qui sont technologiques, qui sont des relations de donneurs d'ordre, entre effectivement des grandes entreprises, des TPE, qui chacune ont des outils ou une capacité financière très différente et des savoir-faire pour s'approprier l'outil. Donc est-ce que là-dessus, notamment dans les outils auxquels vous réfléchissez un petit peu, aujourd'hui, dans le cadre de ces réflexions, comment cette dimension-là est prise en compte et quelles pourraient être les pistes, d'une certaine façon, pour y répondre? Bon, c'est une question très compliquée, en fait, parce que... Très rapidement. Très rapidement. Non, mais j'en ai parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais ce qui est compliqué pour nous, c'est que ça a dépassé le champ de notre étude. Enfin, c'est ce qu'on a révélé. Parce qu'en fait, ça génère un certain nombre de problèmes. Nous, on a étudié l'expertise automobile, et en fait, on s'aperçoit que l'expertise automobile, l'IA, c'est ce que je disais tout à l'heure, vient bouleverser en fait les usages. Et du coup, je vous donne un exemple. L'assureur, par exemple, peut avoir son propre système d'IA avec ses propres biais. C'est-à-dire, le biais d'un assureur, c'est le prix. Le biais d'un expert, c'est le côté expertise et le côté juridique. Donc déjà, on a des logiques qui vont se confronter.
Et donc c'est très compliqué. Donc ce qu'on préconise derrière, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un radar de la valeur, c'est comment on identifie déjà la création de valeur, ce qui est très compliqué. On s'est aperçu dans le cadre du projet que la création de valeur avec l'intelligence artificielle, on parle de sérendipité, c'est-à-dire un peu de hasard. C'est-à-dire finalement on met en place les conditions de la création de la valeur, donc ça peut émerger ou non. Donc voilà, il y a un côté quand même qui est très assez inquiétant même je trouve. Mais en tout cas, il faut prendre en compte vraiment cette spécificité-là, qui fait que, voilà, et du coup, il y a un gros risque. Il faut vraiment identifier, je pense, les secteurs qui sont à risque, surtout pour les entreprises. On parlait, alors il n'y a pas que l'IA qui vient bouleverser la transition écologique. Je pense aujourd'hui, les voitures, on voit bien que aujourd'hui c'est très compliqué. Voilà, il y a déjà toute cette logique-là, donc c'est des problèmes complexes, mais il faut tout peser en même temps. Et l'IA est aussi un des enjeux à regarder. Et c'est pour ça qu'après, autant le réfléchir en amont, c'est-à-dire si on arrive à réfléchir en amont en termes de gouvernance et de partage de la valeur, etc., surtout pour les PME, alors qui va initier le dialogue, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on invite les acteurs à y réfléchir. Et pourquoi ces logiques-là? Après, on a les logiques on en parlait tout à l'heure un peu de stratégie, parce qu'en fait, de la stratégie va découler les compétences, les formations, etc. Alors c'est très bien que les OPCO, etc., se saisissent au niveau d'un secteur. On peut avoir une photo large, mais après comment les acteurs, comment ça va percuter avec une stratégie à la fois pour les PME, alors c'est plus compliqué pour les PME, mais aussi pour les grands groupes, parce qu'aujourd'hui la visibilité de l'IA, on en parlait tout à l'heure, ça change, etc. Néanmoins, il faut définir une stratégie par rapport à ça, il faut y réfléchir par rapport à son modèle de valeur, parce que derrière ça permet de décliner, et aussi on aura demain toutes les directives due diligence, etc., aussi comment les entreprises s'impliquent sur leur chaîne de valeur, et du coup, on fait un avantage comparatif. Si on y réfléchit dès maintenant, on peut avoir des logiques comme ça qui permettent vraiment de penser la logique là. Donc après, voilà, je n'ai pas moi la réponse après au niveau des acteurs. Dernier point pour les TPE, PME, ce qui est compliqué, il y a toute une logique qu'on appelle AI as a service, c'est-à-dire qu'on va finalement... on peut aussi, il n'y a pas que l'outil... ce qui est très compliqué avec l'IA, c'est l'IA comme produit. C'est-à-dire qu'on fournit... et là, on a finalement tout ce dont on parle, en termes de dialogue social, de réflexion en amont, même de valeur, quand on voit des produits comme imposés par Microsoft, finalement, on a très peu d'adhérence. On ne peut pas faire grand-chose, etc. Par contre, AI as a service, là, de pouvoir, pour une PME, de pouvoir adapter un outil à ses cas d'utilisation, etc. Voilà, ça, c'est des réflexions intéressantes qui ne demandent pas un investissement. Après, parce que là, on rentre dans les logiques d'investissement, etc. C'est impossible, en fait, aujourd'hui, de rentrer dans l'IA. On le voit avec les grands acteurs de LLM, etc. C'est très, très compliqué. Par contre, d'avoir des stratégies, et c'est de la stratégie, ça fait partie de la stratégie. Chacun va adapter ses niveaux de stratégie, et après, il faut pouvoir les réfléchir au niveau d'un secteur d'activité, pour pouvoir, sinon c'est le risque de disparition. C'est même plus nous. En tout cas, voilà. Je pense qu'on alerte par rapport à ça. On forme les salariés. On essaie d'avoir un dialogue constructif avec le Medef. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Il faut qu'on puisse avoir la maturité de faire ça, que ce soit sur la transition écologique et l'IA fait partie de la transition numérique. Il faut parler. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole donc à Alain Pape maintenant pour vraiment descendre encore plus dans le concret. Là, on est vraiment au niveau d'une entreprise, d'un témoignage d'une entreprise, donc Géoperspective, que je vais vous laisser présenter, dans laquelle, si j'ai bien compris, vous êtes déjà assez familier des outils numériques dans votre quotidien. Mais la question, effectivement, que votre témoignage me permet d'éclairer, c'est comment vous êtes confronté à l'arrivée de l'IA, qu'est-ce que ça change dans votre façon de fonctionner, et surtout en quoi ça fait émerger pour vous un besoin de dialogue social, collectif, vous l'appellerez comme vous voudrez vous-même, dans quel objectif, donc comment émerge et ce questionnement sur ce dialogue à votre échelle, et quels sont, d'une certaine façon, vos outils, ou surtout vos besoins peut-être, pour parvenir dans une PME à conduire ce dialogue et arriver effectivement à ce qui est certainement l'objectif de rendre ces outils de confiance et mobilisables par tous. Et j'ai 5 minutes pour répondre. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, vous l'avez dit, on descend encore d'un cran, mais si vous avez bien écouté Yann ce matin, il a dit que l'IA, ça marche quand on part de la base. Et je suis la base. Donc effectivement, Géoperspective, c'est une société de géomètres experts, qui connaît bien, géomètre expert, profession libérale, c'est pour ça qu'on connaît bien l'UNAPL. Donc j'ai effectivement la caractéristique d'être chef d'entreprise. Je n'ai pas d'actionnaire au-dessus, c'est mon entreprise, avec des vrais salariés, on a une vingtaine de salariés, et donc on est dans le concret tous les jours. Pour comprendre la démarche que j'ai pu avoir au sein de Géoperspective,
c'est important que vous compreniez qui je suis. J'ai été président du syndicat des géomètres experts pendant 6 ans, c'est-à-dire que j'étais amené à faire de l'intelligence collective avec des gens qui habitaient aux 4 coins de la France. Donc travailler en dématérialisé, et c'était quasiment un passage obligé. Ce qui fait que rapidement, ça fait 7 ans que dans mon entreprise, on a dématérialisé les échanges. Alors dématérialisé, on pense tous à scanner, ok, c'est ça. Nous, on a intégré Slack. Alors Slack, pour faire simple, c'est WhatsApp pour les pros. À telle enseigne que ça fait 7 ans que dans l'entreprise, il n'y a plus aucun échange mail entre les collaborateurs. Ça n'existe plus. Tout passe par Slack. C'est une première étape intéressante parce que ça amène sur une autre façon de s'organiser et une autre façon d'organiser le dialogue. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne se causent plus, ils se voient, enfin on trouve... Alors, le télétravail, on a rajouté une couche, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tous mes collaborateurs font du télétravail avec une obligation d'être au moins 1 jour par semaine au bureau. Mais tout le reste du temps, ils peuvent être effectivement à distance. Et ça fonctionne très bien. Pour certains, ça fonctionne mieux. Ils trouvent qu'ils dialoguent plus facilement que quand ils sont au bureau où ils se divertissent sur des choses qui finalement sont sans trop d'intérêt. Donc est arrivé novembre 2022. Alors en novembre 2022, qu'est-ce qu'on faisait ? Effectivement, j'étais toujours intéressé par ces problèmes technologiques. J'ai dit à mes collaborateurs, ChatGPT, on va l'embaucher. Aujourd'hui, ChatGPT est un collaborateur GeoPerspective. C'est-à-dire qu'on avait déjà mis en place un robot qui nous... Alors ça reprend les images d'Einstein, qui nous gérait des problèmes algorithmiques. Du genre, quand j'appuie sur un bouton, ça me crée des tâches, ça me complète mon calendrier. Tout ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, hein. Tout ça, c'est de la programmation. Ce n'est pas, au fond, très compliqué, si on a les collaborateurs qui savent le faire, mais c'est vrai que ce n'est pas très, très complexe. ChatGPT, c'est une autre dimension, c'est de dire, on va discuter avec... Alors, quand vous embauchez quelqu'un, quelle que soit l'entreprise, il faut l'amener à la culture d'entreprise. Parce qu'il sait des choses, mais il sait ce qu'on lui a appris, mais finalement, il ne sait pas trop comment on fonctionne. Et puis, les collaborateurs, il faut aussi qu'ils s'habituent à un nouveau collègue qui arrive, qui a des nouvelles idées, qui fonctionne différemment. Donc, en fait, notre robot en interne, on lui a collé ChatGPT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout salarié de la boîte peut discuter avec ChatGPT directement en l'appelant, alors on n'a pas été très original, GeoPerspective, on l'a appelé GeoBot, le robot de GeoPerspective, mais tout le monde peut lui parler. Mais tout le monde lui parle, non pas en allant sur ChatGPT, en restant dans cet univers collectif. C'est-à-dire que si, tout à l'heure c'était évoqué sur le problème Excel, j'ai un collaborateur qui a un problème pour régler un problème de macro sur Excel, il ne sait pas comment il va faire la fonction, plutôt que de chercher bêtement, il va dans notre espace Excel où il y a déjà d'autres utilisateurs d'Excel et il pose la question GeoBot, comment je fais pour faire ça ? Le gros intérêt, c'est que finalement, on est dans un système de langage. Et en fait, nous, ChatGPT, on l'a rentré dans ce système-là, non pas, et c'est pour ça que ce n'est pas un outil, c'est un outil d'échange, enfin, c'est une interface d'échange. Donc on lui pose des questions, ça c'est le truc traditionnel, et nous, on n'est pas en shadow de ChatGPT, puisque tout le monde le voit qu'on pose des questions. Enfin, tout le monde le voit. Pour ceux qui posent des questions. Parce qu'il y a toujours ceux qui n'osent pas poser la question en disant « je pose une question, je vais avoir l'air bête de poser cette question simpliste que tout le monde connaît ». Donc on l'a amené sur ce système-là, et aujourd'hui on l'a amené sur un deuxième volet beaucoup plus compliqué. Je vous disais tout à l'heure qu'en interne on n'a pas d'échange mail, mais nos clients on a des échanges mail. Donc, et ça c'est un vrai sujet, parce que d'ailleurs je pense que tout le monde le reconnaît. On a trop de mails, on n'arrive plus à s'en sortir, on ne sait pas comment... les réponses automatiques, ça a été dit tout à l'heure, ça ne marche pas. Ou si vous voulez perdre vos contacts, vous le faites. Hein, comme ça, vous allez comprendre très rapidement que les gens en face ne comprennent pas ce qu'on leur répond. Donc nous, on l'a amené sur, tiens, tu vas, ChatGPT, notre GeoBot, tu vas nous traduire, nous résumer les mails. Et nous allons les partager avec tous ceux qui sont concernés. Alors là aussi, grosse révolution, c'est qu'un collaborateur qui reçoit un mail dans un dossier, il n'est pas le seul à le savoir. Tous ceux qui sont en train de travailler sur le projet sont au courant qu'il a reçu quelque chose. Donc effectivement, quand on reçoit un truc, genre le client particulièrement mécontent, ChatGPT identifie bien qu'il y a un vrai problème sur le dossier. Donc on ne peut pas passer sous les radars et dire non, c'est bon, j'ai rien vu. Donc là aussi, c'est des choses qui sont importantes en termes d'exposition individuelle. Parce qu'on parlait tout à l'heure de risques psychosociaux, ça peut créer du stress. Finalement, on va voir, y compris mon grand chef qui voit à peu près tout, parce qu'avec ChatGPT et avec Slack, on voit tout. Donc c'est pas très compliqué d'avoir des informations. Donc on l'a amené à nous traduire les mails. Et là, des hallucinations, il en a plein. Il nous sort des trucs où si on le prenait brut de décoffrage. Mais l'intérêt, c'est qu'il nous assiste.
C'est-à-dire que j'ai déjà aujourd'hui le collaborateur qui dit « Ah ben, heureusement qu'il me l'a écrit parce que je ne m'en rappelais plus. » Ou j'avais pas vu que dans la longue liste où il me parlait de dossiers, d'un seul coup, il me parlait d'un autre dossier, parce que les gens adorent ça. Hein. Ils mettent un objet, ça n'a rien à voir après. Ça, c'est du classique. Alors, on pourrait dire si tout le monde était bien discipliné, ben là, ne rêvons pas. Hein. Donc, c'est intéressant d'avoir un assistant qui va dire bah, il y a aussi ça à faire. Donc, nous, aujourd'hui, il va résumer le mail et puis il va dire bah, en fonction de ce qui est arrivé, voilà les actions que vous avez réalisées. Il ne va pas créer les actions. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir le salarié qui va se retrouver avec le robot qui va dire il faut que tu fasses ça, tu fasses ça. Il y a un humain, entre-temps, qui dit ok, j'ai vu ce qu'il y a à faire et je vais préparer ce qu'il faut. Donc, on est vraiment dans une démarche d'assistance au langage et même une assistance au langage, ça a été tout à l'heure par Yann. Passer des consignes, ça paraît tout bête. Le problème, c'est que celui qui passe des consignes, il les passe par rapport à ce qu'il sait. Et il a quand même beaucoup de mal à se mettre à la place de celui à qui il écrit. Et l'intérêt, là encore, d'intervenir avec du langage, c'est dire finalement, j'ai déjà fait un collaborateur où j'écoute ton truc, j'arrive à comprendre en faisant de gros efforts, mais c'est incompréhensible. Je dis regarde, on va demander, allez, Géobot, tu nous traduis ça. Je dis regarde, il t'a structuré, et effectivement, il avait structuré. Et oui, c'est plus clair. C'est-à-dire que lui-même, ce qu'il avait écrit, il le trouvait plus clair après. Je ne dis pas qu'il n'avait pas compris ce qu'il avait écrit, hein, mais il le trouvait plus. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une dimension langage. Et ChatGPT, c'est avant tout ça. Enfin, vous connaissez tous ces termes LLM, c'est des systèmes de langage. Donc, nous, on l'a abordé sous cet aspect-là, non pas pour faire le tri, même si quelque part, on a énormément de données, vu que nous, on travaille effectivement depuis 7 ans, on a ce Slack qui voit toute la vie des dossiers, là où ChatGPT a une puissance incroyable, mais pour l'instant, il n'y a pas accès parce que ça nous obligerait à ouvrir un peu toutes nos données. C'est de dire finalement, moi, un client qui appelle pour une question, on a tout l'historique du client, on peut rappeler quand est-ce qu'il a appelé, qu'est-ce qu'il a fait, il n'y a pas besoin de faire des tableaux. Il va tout de suite nous dire, tiens, fais gaffe, celui-là, ça fait 3 mois qu'il ne paye pas, c'est pas la peine de s'exciter. Donc on est vraiment dans le côté assistance, et actuellement on a une démarche, parce que même si je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai rappelé qu'effectivement il faut que ça vienne de la base, au niveau de mon entreprise, c'est venu d'en haut. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est arrivé, qui a dit, bah tiens, il y a du remous, là ça a l'air sympa, bah moi j'y vais. Mais moi j'y vais, vous venez avec moi. Mais déjà je vous montre le chemin, je ne vous dis pas allez-y, puis vous verrez si c'est bon, je vais y aller après. Non, non, on y va, et c'est vraiment une opportunité. ChatGPT, ça a été une opportunité. Pour nous, ça n'a pas été un frein ou une peur, mais je sais, et j'aurai le retour très prochainement, puisqu'on a lancé un audit en interne, que malgré toute la confiance que je peux insuffler en disant mais regardez, j'y suis, allez-y, n'ayez pas peur, les gens ont peur. Et les pourcentages qui ont été donnés, il y a forcément une crainte. Il y a forcément une crainte de dire je sais pas ce truc inconnu, mais comme il y a des craintes sur vous apprenez, passez le permis de conduire, au départ, c'est quand même un peu stressé de dire qu'est-ce qui. Puis après, on n'y pense même plus. Ben oui, mais il faut passer ce cap. Enfin, généralement, les gens n'y pensent plus. Sauf ma mère a toujours peur en voiture, mais bon, ça c'est. Voilà, c'est comme ça. Mais donc il faut aider, et effectivement, ça nécessite une autre forme de dialogue. Et on échange. Et finalement, ChatGPT, ça a été dit tout à l'heure sur l'aspect assez technique. ChatGPT, il faut faire des prompts, des macro-prompts. Parce que ChatGPT, suivant la question, la façon dont vous le formulez, vous n'aurez pas le même résultat. Mais ça, c'est vrai aussi entre nous. La façon dont je m'exprime, suivant comment je vais m'exprimer, vous n'allez pas entendre la même chose. Pourtant, c'est moi qui mets le truc. Et tout le monde ne va pas entendre la même chose. Donc, ça recentre finalement cette histoire de ChatGPT sur la qualité du dialogue, alors qu'il peut être du dialogue social. J'ai oublié de dire qu'effectivement, ça faisait 15 ans que grâce à Serge, je pilote les conventions collectives de la branche géomètre, ce qui est quand même assez sportif, il faut le dire, il faut connaître les codes. ChatGPT, pour l'instant, c'est impossible de l'intégrer. Hein. Ça va être trop compliqué. Déjà, pour nous, c'est compliqué, donc ChatGPT, on l'oublie. Mais effectivement, c'est une autre forme de dialogue. Ça a été dit tout à l'heure par Serge sur les CSE. J'ai 20 salariés, j'ai un CSE. C'est dur pour mon CSE, parce que finalement, j'échange avec mes collaborateurs sans passer par le CSE. Enfin, tout se fait en direct. C'est-à-dire que l'interface CSE qui est là pour remonter les informations, mais vu qu'on a une organisation horizontale, ça perd quand même beaucoup de son sens. Alors, de temps en temps, il y a des trucs, des gens qui n'osent pas dire, mais quand ils n'osent pas dire, ils n'osent pas dire non plus leur CSE. Donc mais c'est vrai que ça modifie l'organisation du dialogue, qu'il soit du dialogue professionnel ou qu'il soit du dialogue social au sens étymologique du terme.
Merci beaucoup pour ce témoignage, effectivement, qui nous vraiment donne à voir ce que c'est concrètement d'être dans une réflexion de dialogue sur un outil très concret. Je finis ce tour d'horizon, mais en revenant vers Odile Chani, justement, en remontant peut-être d'un cran de généralité, mais toujours dans cette logique de la recherche-action, et qui est celle, finalement, comment, au regard de tout ça, on accompagne éventuellement des acteurs pour faire du dialogue social, au regard de l'ensemble de votre effectivement, expertise et recul sur ces réflexions qui ont été menées dans Sequoia Deal, notamment récemment. Comment on expérimente, comment on accompagne, quels sont les leviers que vous avez effectivement identifiés, quels sont les acteurs qu'il faut mobiliser effectivement autour de ça pour, face à une situation comme celle-ci, essayer de construire un dialogue sur l'IA. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est remonté en généralité, parce que en restant niveau action. tout ce dont je peux faire état, c'est quelque chose qui a été construit par l'ensemble des acteurs au projet. Donc en fait, c'est parti, comme le disait Alain, du travail, et c'est remonté vers les propositions. Il y a les deux projets, donc Sequoia Deal et Dialia, sont vraiment pensés dans une logique d'outillage des acteurs du dialogue. En fait, c'est déjà comment y aller, pourquoi y aller, et puis comment s'outiller pour faire avec ce qu'il y a ou faire autrement, et donc réfléchir aux outils qu'on pourrait mobiliser ou inventer pour faire et dialoguer autrement. Dans le cadre il y a différents, livrables en quelque sorte, ou productions qui sont associées à ces projets. Donc je vais démarrer par le projet Dialia, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été en fait encapsulés dans le projet Dialia, sur lesquels je vais revenir, qui viennent du projet Sequoia Deal. Le projet Dialia, comme le disait Serge, en fait, on s'est d'abord dit que ce qu'il fallait donner et construire et donner à disposition de l'ensemble des acteurs, c'était quelque chose qui permette l'acculturation. Donc on va produire, et on est en train de produire un document qui vraiment part de l'idée de donner des briques, ou en tout cas des arguments simples, à destination des acteurs. Évidemment, on en discute aussi avec les initiatives qui sont faites au niveau des laboratoires, mais la spécificité de ce qu'on produit, nous, c'est qu'en fait, quelque part, c'est un travail collectif, et que Serge a contribué grandement à cette brique d'acculturation, de même que d'autres acteurs syndicaux qui ne sont pas présents aujourd'hui ont contribué sur d'autres volets du livrable. Il y a cette dimension acculturation, et puis il y a aussi une forme de boîte à outils du dialogue, c'est-à-dire à la fois comment faire avec l'existant, parce qu'il y a vraiment l'idée, et c'est très important de se rappeler que, comme le mentionnait Serge, il y a une réflexion qui a été menée au niveau des partenaires sociaux européens avec l'accord cadre européen de juin 2020 pour les entreprises du secteur privé, puis plus tard dans la fonction publique, qui donne finalement des outils pour réfléchir la façon dont on peut mettre du dialogue, en gros, tout le long de l'étape d'un projet IA. C'est même pas l'idée d'un cycle du système IA. C'est l'IA, ça rentre dans l'entreprise. Comment ça rentre? Sur étagère, pas sur étagère? Est-ce que je le paramètre, je l'adapte? Puis sa vie, puis finalement, ça peut intégrer des retours des métiers, et puis ça peut percuter certains éléments de la stratégie. Et comment est-ce qu'on peut, en fait, avec l'existant, donc l'existant, c'est évidemment, on peut en gros se dire que oui, si moi je me place du point de vue des organisations syndicales et des représentants du personnel, c'est de voir, une fois que je me suis acculturée, tout le monde doit s'acculturer, on en convient bien, c'est comment est-ce que je peux mobiliser le cycle des informations consultations, comment est-ce que je peux mobiliser la brique introduction nouvelles technologies. Mais le problème de la brique introduction nouvelles technologies, c'est que c'est un moment. Et ce n'est pas quelque chose qui permet un dialogue permanent. Et donc la façon dont nous, on a pensé tous les outils du projet, c'est de dire comment on peut vraiment partir de la compréhension qu'on peut avoir collectivement, une fois qu'on est acculturé, ce que c'est qu'un projet IA, pour mettre du dialogue partout où on peut. Et donc forcément,
ça nous amène aussi à réfléchir à la façon dont on peut articuler un accord de méthode avec la mobilisation du cycle des informations consultations et l'introduction de nouvelles technologies. Mais ça nous a amené aussi, et c'est là où on en revient au projet Sequoia, à réfléchir à des outils qui n'existent pas. Et c'est bien aussi, en quelque sorte, la proposition que fait l'accord cadre européen, hein, qui propose une méthode de co-construction permanente et itérative qui n'est pas compatible avec le droit du travail en l'état. Et l'idée que nous, on a eue dans le projet Sequoia Deal, qui était beaucoup plus centré, je dirais, sur cette brique d'innovation, c'était de dire, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir comme outil. Donc les outils, quand on parle d'outils, nous, c'est des fiches outils. C'est, voilà, ça s'appelle comme ça, comment je le mobilise, avec qui, quels acteurs, etc. Et je vais en mentionner quelques-uns. Donc, en particulier, alors, je vais partir du cycle. Et donc l'idée de dire, voilà, pourquoi pas réfléchir à une forme de clause de revoyure, puisqu'effectivement, comme on est dans l'idée d'un objet technique qui n'est pas fini quand il est en entreprise, on ne mesure pas les biais et les impacts tout au long du cycle de ce produit-là. Donc nous, l'idée, par exemple, c'est de dire, voilà, l'idée d'avoir une clause de revoyure pourrait être un des moyens, finalement, d'intégrer cette notion de temporalité. On a eu aussi l'idée du registre, à la star du registre du RGPD, d'un registre des systèmes d'intelligence artificielle qui soit, effectivement, à la fois un outil, alors qui, du coup, s'articule très bien avec le règlement sur l'intelligence artificielle, mais qui effectivement permettent, ne serait-ce que par exemple, d'avoir une cartographie des outils et d'avoir un certain nombre d'éléments, notamment relatifs aux études d'impact, en particulier aux droits fondamentaux, etc., afférentes aussi aux obligations qui vont incomber aux déployeurs, c'est-à-dire les organisations des systèmes d'intelligence artificielle. Et dans le cadre du projet Sequoia d'IA, cet outil qui était au départ plus pensé comme un outil, je dirais, d'appropriation et de mesure, des impacts de l'IA au niveau de l'entreprise, devient un outil d'action syndicale parce que certains participants au projet ont souhaité d'abord l'adapter aux administrations publiques, ce qui n'était pas l'intention initiale de Sequoia Deal, et puis en faire quelque chose qui soit aussi mobilisable dans l'action syndicale sur le sujet. Et on a aussi, par exemple, eu l'idée de créer des comités de suivi, des délégués à l'IA. Donc tout ça, finalement, donnera, donc ce sera dans les outils qu'on va mettre, dans ce qu'on va produire, hein, qui est en cours de finalisation. Ça donne à la fois avoir la façon dont on peut mobiliser l'existant, mais nous, on est, dans le cadre des projets qu'on a portés depuis le début, on est convaincus que l'existant ne suffit pas. Et clairement, comment faire autrement. Et le projet d'IA, donc je souhaite le rappeler effectivement en conclusion, c'est quelque chose qui, d'emblée, s'est posé, donc projet intersyndical, hein, il faut le dire, associant des organisations patronales, s'est posé dans l'idée de fournir un guide méthodologique de déclinaison de l'accord cadre européen qui n'a trouvé quasiment aucune déclinaison dans le contexte français. Et on savait très bien qu'en fait, ce qu'on réfléchissait là, c'était aussi créer une grammaire commune qui puisse, pourquoi pas, déboucher sur un accord national interprofessionnel ou que sais-je, qui ne nous appartenait de toute manière pas en tant que coordinateur du projet. Et par ailleurs, dernier point, il y a aussi une dimension d'expérimentation qui est très importante dans le contexte actuel, parce qu'en fait, c'est d'abord, par exemple, Géoperspective est une des expérimentations du projet d'IA, mais il y a aussi l'idée d'aller tester ces outils. Et donc, c'était quelque chose qu'on avait mis dans le projet et que grâce en fait à la RACT Île-de-France, on a aussi inclus comme perspective de déclinaison possible du projet. Merci à tous les quatre. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Une question dans la salle, s'il y a vraiment matière, ou si vous êtes aussi épuisé. Donc, de toute façon, voilà, le timing est déjà très serré. Donc, oui. C'est celui de juin 2020. C'est l'accord cadre sur la numérisation. Ouais. Donc le chapitre 3 est sur l'IA, mais il est beaucoup plus large en fait. Et après, il y a celui de 2022 dans les administrations publiques, qui est quelque part, par certains aspects, plus précis que celui de 2020. Merci. À moins qu'il y ait une dernière volonté de réaction parmi les participants au propos de... Peut-être, oui, Alain, un tout dernier mot.
Un tout dernier mot, d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure sur l'histoire de ChatGPT. ChatGPT, la notice a été faite après. Et en fait, c'est là qu'il faut changer de mode d'organisation, c'est qu'il n'y a plus de notice. C'est-à-dire que, comme disait un philosophe, il n'y a pas de chemin du bonheur, le bonheur c'est le chemin. Il n'y a pas de chemin de la notice c'est le chemin. C'est-à-dire qu'on co-construit au fur et à mesure. Et en fait, c'est très déstabilisant quand même, parce que c'est pas dans nos logiciels d'organisation. On attendrait un fonctionnement un peu Ikea. J'ai la notice, je la suis. Si je la suis pas, je suis mort. Je redémonte à la fin. Donc voilà. Et ChatGPT est un bon exemple. Pas de notice et c'est venu après. Un mot chacun pour conclure. Voilà. Serge. Oui, dans le sens du micro. Comme ça, il arrivera plus vite. Vers vous. Non, voilà, conscience, juste pour dire conscience qu'il y a un long chemin à mener, parce que voilà, on a fait les travaux préliminaires, c'est vrai que les expériences Sequoia Deal et Dialia sont effectivement ont été capitales pour prendre conscience d'un certain nombre de choses, pour décliner, pour essayer d'avancer sur cette notion de dialogue et de structuration de dialogue et de prise de conscience. On a un long chemin, on l'a dit toute la matinée, tout va très vite. Mais peut-être que dans nos entreprises, ça va aller un tout petit peu moins vite. Alors, bon, on va essayer de se mettre au rythme, mais quand on voit aussi quand même, par exemple, quelqu'un l'a cité, la transition écologique, qui a bénéficié, elle, d'un ANI, qui a bénéficié d'une loi, qui a bénéficié, derrière, le déploiement, ça prend du temps. Voilà, donc je pense que c'est comme chaque matière a son rythme, mais je crois que vraiment le travail qui a été accompli jusqu'ici, c'est vraiment la prise de conscience et l'importance qui est donnée au sujet. Et maintenant, il va falloir, pour que ça arrive au niveau... Bon, certaines entreprises le déploient, bien sûr, et puis l'UNAPL qui fédère 65 organisations professionnelles a une hétérogénéité sur ces domaines-là qui est très grande. Nous, on fait un travail transversal d'essayer de faire les choses un petit peu pour tout le monde. Mais voilà, il y a un problème de rythme, mais je pense que l'étape nécessaire, c'était la prise de conscience, porter le sujet autour de la table et puis de le partager dans un esprit de dialogue. Je crois que c'est ces bases-là sur lesquelles on doit pouvoir avancer. Et le dernier mot pour Nicolas, très très court. Merci, oui, non, très très court. Non, moi je répète que le dialogue social est fondamental. On peut déjà en faire aujourd'hui. Je pense que juste au terme du RGPD, on regarde une analyse d'impact sur les données personnelles, c'est important. Ça doit être fait. Enfin, ça, c'est un petit message que je passe, un message subliminal. Une information consultation aussi, ça peut passer par une expérimentation. Ce que disait Alain tout à l'heure, justement, définir ses usages, définir le chemin ensemble, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, il faut que ces expérimentations soient présentées en CSE, je pense que c'est important. On le voit avec l'arrivée de Copilot, des outils très très intrusifs, donc il faut que ces outils-là, on les co-construise. Voilà, donc ça sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous invite à les applaudir. Et je passe sans transition le micro pour la conclusion à Sandrine et Amandine. Alors, je ne sais pas. À Amandine, mais on va faire une toute petite... Déjà, je vous remercie d'avoir tenu sans pause. On avait effectivement prévu une pause, mais ça aurait été au détriment des interventions. Voilà, donc merci vraiment de votre attention là, ce matin. Un petit mot par notre dessinateur pour vous présenter rapidement ces travaux avant de passer la parole effectivement à Amandine qui fera la petite, non pas une synthèse, mais en tout cas une mise en perspective au regard de l'ARACT. Et merci à tous nos intervenants et Antoine également. Alors, bonjour. Je ne vais déplacer que celle-là. En fait, je me suis dit que ce serait plus confortable pour vous si je les laissais afficher. Donc, je vais me déplacer. Voilà. Ah, ok. Voilà. Alors, peut-être déjà 2 mots sur le travail que j'ai fait ici. Mon métier, c'est facilitateur graphique. Donc, ce que je produis n'a pas vocation à être un compte-rendu exhaustif où on retrouverait toutes les idées. J'essaye de retranscrire les grands éléments. Là, il y avait un regard peut-être encore un peu particulier sur vraiment quels sont les grands points d'attention, les leçons, les apprentissages qu'on peut avoir. Donc, il y a nécessairement du filtre. Et c'est pour ça que c'est bien en complément de la vidéo. Voilà.
Moi, je ne vais pas vous refaire un résumé de tout ce que vous avez entendu. D'abord parce que vous avez faim. J'avais peut-être envie d'aller jusqu'au bout de ce rôle un peu de regard extérieur et de relever les points que j'ai trouvés très intéressants. J'ai trouvé déjà très intéressant dans cette mise en perspective du départ le fait de nous montrer comment ce truc qu'on voit arriver à toute vitesse qui nous dépasse, et on a l'impression que ça va très très vite, peut-être que ça va très très vite maintenant, mais ça fait quand même un sacré bout de temps que ça a commencé. Il y a eu quelques errements, quelques prises de position, qu'il n'y a pas que de la techno, il y a de la politique. Peut-être que dès ce moment, en fait, le mot biais qu'on a retrouvé à plein de moments, de plein de manières, il est là. En fait, il y a des biais dans la manière dont on a envie de le faire avancer, dans la manière dont on le regarde. Et puis évidemment, on a dit à plein de moments, l'IA, ça génère du biais, ça travaille à partir de biais. Donc c'est hyper important d'avoir ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les choses, mais ça veut dire qu'il faut avoir ce point d'attention. Et peut-être que ça serait un autre résumé. C'est pas un danger absolu qui va tous nous jeter à la rue. Ça va pas voler tous les emplois, mais il faut faire attention à la manière dont ça arrive et dont on le prend en compte. Si je reprends sur les toutes dernières planches, vous avez parlé de co-construction, d'intelligence collective. Ça tombe bien, c'est ma deuxième casquette, c'est mon métier, intelligence collective. Donc j'aime bien ça. Et de dire, finalement, on ne sait pas en fait ce qui est en train de se faire. Je resterai peut-être sur la dernière phrase que j'ai notée. Il n'y a plus de notices. Ah merde. Voilà. On a fait comme ça, on avait des notices, des choses très codifiées. Et maintenant, on nous a aussi dit, alors ça c'est mes mots pour le reformuler, mais j'ai retenu cette idée qu'il y a un truc un peu, alors peut-être pas informe, protéiforme, les IA, tout ça. Et que voilà, ça nous challenge, ça nous oblige à nous questionner et à nous rappeler qu'on ne sait pas tout ce qu'on fait et que c'est en train de changer tout. Voilà. Je crois que c'est tout. Je laisse les planches accrochées si vous voulez aider. Voilà. Voilà, et derrière Marc, il y a encore une personne, c'est moi. Donc j'espère que vous tenez bon. Encore 5 minutes et puis après vous êtes libérés. Merci beaucoup pour cette matinée. Merci Sandrine, Anne et puis toute l'équipe de l'ARACT. Merci aux intervenants, alors que je ne vois plus à cause du panneau, mais je sais qu'ils sont par là. Voilà, merci, c'était vraiment très riche et je pense très accessible. Enfin, en tout cas, c'était une belle plongée dans cette complexité de l'intelligence artificielle. Ça illustre bien aussi cette semaine de la qualité de vie au travail et pour les conditions de travail qu'on souhaitait donc placer sous le signe du travail de demain. De quoi sera-t-il fait? De quoi souhaiterions-nous qu'il soit fait? Et c'était vraiment le sujet, et l'IA est un des gros morceaux de ce travail du futur. Alors, éclairer les processus socio-techniques au travail, j'ai placé le mot, c'est la mission de l'ANAC depuis 50 ans. Voilà, ça fait 50 ans qu'on essaye de comprendre, d'éclairer ce que ce mélange, cette articulation entre l'homme et la technique produit, sachant que c'est cette relation homme-machine, où les hommes et les outils, alors je dis les hommes avec un grand H, je n'oublie pas les femmes, bien sûr, c'est une relation on ne peut plus tumultueuse. L'homme, pour pouvoir bien travailler, diminuer les pénibilités, produit des outils et pouvoir travailler plus. Et puis ce faisant, il se crée de nouveaux problèmes, de nouvelles complexités, de nouvelles pénibilités. Et donc il lui faut penser justement des régulations, des adaptations, des normes, des règles et des règles de prévention. Et c'est là qu'on intervient, l'INRS aussi. Mais en tout cas, ça fait 50 ans que l'ANACT agit à cet endroit-là précisément. 50 ans, et ça c'est en fait l'âge de l'informatisation des sociétés depuis les années 70, où on a connu l'informatique classique, les années 90 l'Internet, les années 2000 la démocratisation des usages, les smartphones, les années 2010 les data, les algorithmes, et puis là 2020, une vague nouvelle, l'IA. Mais en tout cas, on se rend compte que tous les 10 ans, on est pris par une vague successive, et c'est vrai que somme toute, ça va vite et ça nous demande des adaptations et des capacités de compréhension très, très rapides. Donc à la fois l'IA, c'est un sujet évident, on pourrait dire, pour nos missions d'amélioration des conditions de travail, et en même temps un sujet qui n'a rien de neuf, et Odile l'a bien dit, parce que l'IA est quand même de nature différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'alors, du fait de sa capacité d'évolution,
d'évolutivité, d'adaptabilité au système de travail, évolutivité, adaptabilité réciproque aux organisations de travail, c'est-à-dire que les organisations de travail, et ça a été très bien illustré par GeoExpert tout à l'heure, finalement l'outil s'adapte et façonne l'organisation et vice-versa. Pour intervenir sur l'amélioration des conditions de travail, on a ce grand principe, si j'en tire un des 9 des principes de prévention dont parlait Marc, il y a cette idée d'adapter le travail à l'homme et non l'inverse. Et pour faire ça, et pour continuer constamment, parce que c'est un travail qu'il faut remettre qu'il faut remettre au quotidien tout le temps. On peut améliorer les conditions de travail, d'une part en réparation, c'est-à-dire il y a eu un dysfonctionnement, ça a généré de l'accidentologie, ça a généré de l'absentéisme ou même des conflits. On peut réparer à partir d'actions passées. Ça, c'est un premier mode d'intervention classique dans le champ de la prévention santé. On a une nouvelle temporalité d'action qui est celle de la prévention primaire, au sens où on essaye d'accompagner les entreprises dans leurs projets, quels qu'ils soient, à avoir un souci et une vigilance sur les conditions de travail. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec la qualité de vie au travail, QVCT maintenant. Et puis, il y a ce troisième niveau, cette troisième échelle temporelle d'intervention, qui est l'anticipation, qui est un troisième registre, qui semble évident face à l'intelligence artificielle, qui est moins naturel dans nos méthodes d'intervention. L'anticipation et la projection dans des contextes très incertains, avec en tout cas composés beaucoup d'incertitudes, où là ça nous oblige à faire des hypothèses, à avoir des projections sur l'avenir, à penser des modes d'organisation qui ne sont pas encore là, et pourquoi pas aller jusqu'à scénariser ces modes d'organisation possibles et à les simuler pour s'en figurer les risques possibles ou les opportunités. C'est en tout cas un axe qu'on est en train de pousser, nous, au sein de l'agence, l'anticipation, la scénarisation, la simulation, pour essayer d'accompagner justement l'ensemble de ces incertitudes. L'IA en est une, mais la transition écologique en est une autre. Et les enjeux géopolitiques aussi. Donc comment on peut accompagner les entreprises et les PME, TPE en particulier, à mieux anticiper et à mieux se projeter dans des formes nouvelles d'organisation. Tout ça, dans ces formes d'anticipation, on garde nos principes d'action, qui sont les dynamiques d'apprentissage. C'est-à-dire, même quand on est face à l'inconnu, nos capacités d'action et notre expérience fait que ça vient toujours se loger avec nos savoir-faire. Et c'est là qu'il est important, du coup, de développer des espaces de réflexivité, des espaces d'échange, de dialogue, de discussion sur le travail. Et là, les lois Auroux des années 70 gardent toute leur force. On a besoin de parler de ce qu'on vit, de comment on réagit au travail pour que petit à petit, ça crée en fait un geste métier plus affermi. Donc cette notion d'apprentissage, c'est pas juste par rapport au passé, c'est quelque chose qui est toujours en action. La deuxième notion, bien sûr, c'est l'articulation des dialogues. Ça a été bien dit dans la table ronde précédente. Il y a des niveaux de dialogue différents, le dialogue professionnel au sein des équipes avec les managers. Il y a le dialogue social qui permet de faire valoir différents points de vue et le point de vue des différentes parties prenantes et d'émettre après des normes et des règles. Il y a besoin d'articuler ces différents niveaux, ces différents dialogues et de mieux les faire jouer ensemble. Et enfin, et donc l'accord de méthode dont parlait Odile entre autres est particulièrement intéressant puisqu'il permet de se mettre d'accord entre les différentes parties prenantes sur le cheminement de dialogue qu'il va y avoir et grâce à ces clauses de revoyure, se dire finalement on ne définit pas pour l'instant des normes ou des règles, on se met juste d'accord sur le fait qu'on va en parler sur un temps donné et que ça va nous permettre d'apprendre ensemble. Alors, au regard de ces modes-là, il y a différents niveaux d'action, mais là encore, ça a été dit, former et accompagner, faire monter en compétence les acteurs, dont les acteurs du dialogue social, mais pas seulement, animer des communautés pluriacteurs et des communautés apprenantes, continuer à expérimenter, c'est quelque chose qu'on avait lancé avec la QVCT et ça se poursuit, c'est-à-dire il faut qu'on soit en capacité d'organiser des choses nouvelles et de pouvoir les modifier et les ajuster au fur et à mesure. Mais comme ouverture et je dirais comme conclusion, j'avais envie de pointer cette notion peut-être de choix, c'est-à-dire que les transformations vont vite quand même, on a le choix
voilà, de s'y insérer, mais aussi de prendre le temps et finalement de se donner le temps de la réflexion et du choix. Et ça a été dit, on n'est pas obligé de tout prendre de ce que l'intelligence artificielle nous donne. Et peut-être juste pour terminer, je voulais vous relater une petite nouvelle qui a été produite dans le cadre d'ateliers de prospective de fiction, de prospective fiction, prospective créative, avec l'Université de Lorraine, dans une usine qui utilisait les cobots. Donc les cobots, c'est des robots qui permettent voilà, d'agir, mais qui sont complètement à la main quand même des humains. Et donc il y a une auteure de science-fiction, Katie Stewart, qui a produit une nouvelle autour de ça, et autour d'ateliers de science-fiction qu'elle a menés, de prospective fiction qu'elle a mené avec des ouvriers qui utilisaient ces cobots de soudure. Et ils ont imaginé en fait en 2050 un conflit entre les différentes technologies qui sont apparues, donc entre les cobots et les IA, des conflits sociaux, on pourrait dire des conflits technologiques entre les différentes échelles technologiques, pour finalement décider que les IA mangeaient trop le travail des humains, voire même prenaient une autonomie et puis devenaient comme les humains, avaient plus envie de travailler et préféraient avoir du temps pour leurs propres loisirs. Et finalement, l'État avait décidé de supprimer les IA pour ne laisser plus que les cobots au travail. La nouvelle s'appelle Collabo, au sens de bots qui sont à la main des humains. Et la nouvelle montrait comment on pouvait avoir le choix dans l'utilisation ou pas de technologies. Et je pense que les quelques règlements de l'IA Act qui ont été présentés à la fin le donnaient à voir aussi. On n'est pas obligé de tout accepter. On va pouvoir finement peut-être choisir par le dialogue et la force du dialogue ce qu'on va retenir. Et là, on voit bien combien on est au-devant de questions éthiques. Le dialogue va sans doute être fait de ça, c'est-à-dire comment on va positionner l'apport de la technologie par rapport au travail humain. Voilà, je voulais terminer par ça. Merci pour votre écoute. Bon déjeuner.